Bien, bonjour tout le monde et très contente d'être ici au RAID à nouveau. Ça fait vraiment plaisir de retrouver toute la communauté et d'avoir cette session grand public qui est nouvelle pour le RAID, donc super. Voilà, donc mon nom est Delphine Destoumieux, je travaille aussi au CNRS et aujourd'hui donc, je vais vous parler de ce qui se passe en milieu marin en termes d'agents pathogènes. Un tout petit mot pour vous présenter ce que nous faisons au laboratoire. On est à la fois montpelliérain et perpignanais et on étudie les interactions hôtes pathogènes sous contrainte environnementale sur différents modèles en fait. Et on s'intéresse aux maladies qui affectent les invertébrés marins. Donc je parlerai beaucoup de ça aujourd'hui, notamment des bivalves. On voit ici des huîtres. On s'intéresse aussi aux coraux. Et on s'intéresse également à des maladies humaines comme la bilharziose qui implique un stade avec un petit mollusque, un petit escargot qui est nécessaire au cycle parasitaire. Et toutes ces maladies sont vraiment soumises aux changements environnementaux, aux activités anthropiques qui modifient les interactions. Et on verra sur les quelques exemples que j'ai choisis pour aujourd'hui à quel point ceci a de l'influence sur les agents pathogènes. Alors juste quelques généralités, vous le savez très certainement, mais il me semblait important de le rappeler. Tout à l'heure, Samuel faisait allusion à cela. Quand on voyage pas seul. Et l'ensemble des espèces animales, végétales, hébergent des microbiotes. Alors certains sont bénéfiques, on va le voir. En fait, on considère qu'on a 100 fois plus de gènes dans l'intestin humain liés au microbiote que nos propres gènes Homo sapiens. Et on considère qu'il y a 40 000 milliards de bactéries dans le tube digestif, ce qui est déjà la quantité de cellules dans un corps humain. Donc on ne vit pas tout seul. Et dans certains cas, alors vous voyez, on a tous pensé aux mêmes exemples. Dans certains cas, ces bactéries ont évolué avec les êtres vivants sur de très longues périodes et elles remplissent des fonctions tout à fait essentielles à la biologie des organismes. Donc sur l'écran à gauche, vous avez l'exemple que vient de décrire François et je ne vais pas revenir dessus avec des nodosités qui contiennent des bactéries qu'on voit ici marquées en bleu, fixatrices d'azote, qui apporte donc un engrais naturel aux plantes. Et ça, cette bactérie s'appelle Rhizobium melliloti. Elle est associée notamment à la luzerne et à toutes les légumineuses. Et puis, dans l'environnement marin, cette fois-ci, j'ai choisi un autre exemple très joli. Il y a Natacha ici dans la salle, je ne sais pas où elle est passée, qui a beaucoup étudié ça. Donc cette fois, c'est un mollusque, le calmar, qui héberge ici, donc dans son organe lumineux, des bactéries qui produisent de la bioluminescence et ça aurait un rôle dans l'échappement à la prédation. Donc ces bactéries sont des Vibrio fischeri. Donc voilà, il y a des associations très stables avec les organismes vivants et puis il y a aussi des associations transitoires, accidentelles. Les bactéries ou les virus entrent et viennent sans pour autant avoir développé la capacité de s'installer de manière durable et de remplir des fonctions essentielles à la biologie. Alors, les fonctions que remplissent les bactéries qui sont, on va dire, bénéfiques ou mutualistes, eh bien, elles sont très nombreuses. Alors, on a beaucoup étudié ça dans le tube digestif, c'est pas pour rien, c'est parce que aussi c'est un organe qui héberge énormément de bactéries. Et les fonctions qu'elles remplissent vont de la nutrition au métabolisme, à l'immunité, mais il y a des liens très importants avec le psychisme, le sommeil, le cancer, etc. Et puis à l'inverse, il arrive que les micro-organismes altèrent notre fonctionnement et causent ce qu'on appelle des maladies, tout simplement parce qu'on est tout dérégulé. C'est le cas par exemple, pour rester dans le tube digestif, de Vibrio cholerae, donc un vibrio qui contamine l'eau. En général, c'est comme ça qu'on se contamine et qui va provoquer le choléra que vous connaissez très bien, avec donc des déshydratations très importantes liées à la perte de soluté au travers de diarrhées mortelles si on n'est pas réhydraté en fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je me trompe de bouton, c'est ce qu'on appelle les agents pathogènes, ceux qui nous font du mal.
Voilà. Alors, je reste un tout petit peu sur l'exemple du choléra que j'aime bien parce que il illustre bien à quel point les pathosystèmes sont sous influence humaine et environnementale. Et là, donc, j'ai choisi 3 exemples pour l'illustrer. Le premier exemple qu'on voit ici, c'est un exemple de pèlerinage au Sénégal où il y a eu une épidémie importante de choléra. En effet, pour qu'il y ait une épidémie, il faut qu'il y ait une densité d'hôtes importante, en l'occurrence c'est des humains. Et il y avait eu déjà des cas de choléra au Sénégal dans la région, et finalement le pèlerinage a causé un événement épidémique lié à la densité d'hôtes et donc à la transmission de la bactérie entre les personnes présentes. Un autre cas donc qui va favoriser la transmission dépend des événements climatiques extrêmes. Et vous vous rappelez sans doute qu'en 2010, en Haïti, il y a eu une épidémie de choléra très importante qui a succédé à un événement très grave qui était un cyclone qui avait tout détruit, les infrastructures, etc. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation, et là, ça rejoint un petit peu ta question tout à l'heure, Romain, où on n'arrive plus à gérer l'eau, par exemple, et donc tout le monde se contamine parce qu'on boit de l'eau contaminée par des excréments qui contiennent du choléra, etc. Et c'est pas rare finalement qu'une épidémie de choléra succède à un événement de ce type. Et finalement, alors c'est beaucoup plus latent, et ça continue. Je continue à répondre à moitié à ta question, Romain, mais le réchauffement climatique a aussi une influence sur les pathogènes, bien évidemment, puisqu'il modifie les aires de répartition, non seulement des pathogènes, mais aussi de leurs hôtes et des vecteurs. Si on pense à toutes les maladies transmises par les moustiques, donc la dengue, le chikungunya, etc., on s'attend à des événements épidémiques majeurs parce que désormais, les vecteurs sont présents à des latitudes bien plus au nord que précédemment. Et donc, dès que les virus seront là, eh bien, ils pourront être transmis de manière très efficace. On a déjà des cas d'épidémie très localisés. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, les pathosystèmes vont être influencés à la fois par des facteurs environnementaux, écologiques, mais aussi sociaux. Et je pense que Serge nous en parlera un petit peu. Alors, qu'en est-il en milieu marin? Puisque l'exposé, c'est sur le milieu marin. Eh bien, on sait beaucoup moins de choses. Mais néanmoins, on sait certaines choses. Il faut reconnaître que, puisqu'on vit sur Terre, on a beaucoup moins étudié la mer, tout simplement parce qu'on n'y vit pas. Et pourtant, le milieu marin, c'est un endroit où se concentrent les populations humaines, en tout cas tout autour. Alors, il faut quand même rappeler qu'il couvre 70% de la surface de la Terre, c'est pas rien. Et c'est aussi l'océan qui amène tout un tas de services à nos sociétés humaines. Alors, je parle même pas de la régulation du climat, etc., qui sont extrêmement importantes, mais on peut penser à des choses très proches de nous, comme la pêche, l'aquaculture, évidemment, mais aussi des activités récréationnelles, etc. Si l'océan fournit tous ces services, on n'est pas surpris que les populations humaines se soient installées le long des côtes. Et quand vous voyez sur cette carte tous les petits points rouges, là, c'est les populations humaines, où elles se trouvent, eh bien, vous voyez que les humains se sont installés très majoritairement le long des côtes de tous les continents. Par ailleurs, vous voyez ici une carte du trafic maritime. Vous voyez que ces écosystèmes côtiers sont très connectés par le trafic maritime international. Donc vous voyez bien que s'il se passe quelque chose quelque part sur une côte, très rapidement, un pathogène peut être amené par voie du trafic maritime, notamment sur d'autres continents, et qu'on a donc ici une situation extrêmement favorable à l'émergence et à la propagation de pathogènes. Alors, dans ces environnements côtiers, il n'y a pas que des humains, il y a des animaux, et au laboratoire, on s'intéresse beaucoup, je vous l'ai dit, aux bivalves. L'huître creuse, elle vit dans ces environnements côtiers, sur des substrats rocheux,
Et c'est une espèce qui était initialement endémique du Japon, enfin disons de l'Asie, et qui a été introduite partout dans le monde. Aujourd'hui, on a du Crassostrea gigas, c'est le nom de cette espèce, absolument partout dans le monde. C'est l'espèce la plus consommée pour ce qui concerne les mollusques au monde. Et donc, vous voyez, elle vit dans des zones intertidiales, comme ça, sur des rochers. Ici, on est en Bretagne. C'est troublant de voir d'ailleurs que c'est une espèce invasive au nord de l'Europe. Une autre espèce qu'on connaît bien, c'est la moule. Alors, il existe plusieurs espèces de moules. Celles qu'on consomme sont du genre Mytilus. Et vous voyez que là encore, donc, on va retrouver des moules un petit peu partout dans le monde. C'est pas exactement les mêmes espèces, hein, Mytilus trossulus, Mytilus edulis, Galloprovincialis, etc. Elles ont la capacité de s'hybrider entre elles, mais elles sont surtout dans les zones tempérées. On n'en trouve pas ici en zone intertropicale. Elles vivent également sur des rochers, mais aussi, et j'y reviendrai, sur les coques des bateaux, en fait sur tous les substrats solides que vous pouvez imaginer. Et donc là aussi, ça peut poser des problèmes, comme on le verra. D'ailleurs, on se pose vraiment des questions au sujet des espèces invasives, à quel point le trafic maritime international ne favorise pas la dissémination d'espèces au travers du monde. Alors, ces bivalves, ils sont souvent utilisés comme indicateur de la qualité des milieux. Et la raison pour cela, c'est que ce sont des organismes filtreurs. C'est leur mode d'alimentation, c'est aussi la manière qu'ils ont d'acquérir de l'oxygène. Et donc là, j'ai un petit peu coloré les branchies, donc par où va rentrer l'eau, elle va être filtrée. Et puis finalement, ça va passer ensuite au travers de tout le tube digestif, etc., pour être expulsée à l'extérieur de l'huître. On considère qu'une huître filtre 2 à 5 litres par heure. Donc vous imaginez dans un environnement riche en micro-organismes, elles sont très confrontées aux micro-organismes, ces huîtres. Et on a mesuré alors les bactéries dans l'hémolymphe des huîtres. L'hémolymphe, c'est le sang des huîtres, mais aussi dans le liquide intervalvaire, c'est l'eau qui se trouve entre les deux valves, dans la coquille, on va dire, quand vous ouvrez une huître. Et c'est toujours très riche en bactéries, c'est de l'ordre de plusieurs millions de bactéries par millilitre. Quand même, avoir des bactéries dans le sang, c'est pas quelque chose de commun chez les espèces animales. Hein. Nous, on serait morts là, largement. Voilà, ce serait une septicémie. Mais les huîtres, elles vivent bien comme ça. Voilà, il se trouve que les huîtres, c'est aussi, et les moules sont des espèces cultivées, et on les cultive le long des côtes, évidemment, puisqu'on habite le long des côtes, et que c'est aussi des écosystèmes où elles sont capables de croître. Ce sont aussi des écosystèmes qui vont être soumis à des changements rapides de température et de salinité, tout simplement parce qu'ils sont peu profonds. Donc ça peut causer des stress sur les organismes. Ça peut aussi agir sur les populations de microbes qui vivent dans ces milieux. Dans ces environnements, on va trouver aussi beaucoup de contaminants, biotiques ou abiotiques, c'est-à-dire d'origine, enfin vivants ou non, ou chimiques, quoi, pour caricaturer un petit peu. Et ceux-là sont en général amenés par les eaux de ruissellement. Il peut y avoir d'autres raisons, il peut y avoir le trafic maritime, on l'a évoqué, etc. Mais les eaux de ruissellement sont un apport majeur. Et enfin, ces animaux vont être soumis à des transports multiples, à des transferts. Quand vous pensez à une huître, elle aura voyagé plusieurs fois au cours de sa vie en France, tout simplement parce que dans le processus de production de l'huître, parfois, c'est mieux de les amener dans le sud où l'eau est plus chaude, elles grossissent plus vite. Parfois, c'est mieux de les amener à Marennes-Oléron pour qu'elles aient un label, etc. Et vous vous imaginez bien que quand on déplace les animaux, potentiellement, on déplace leurs pathogènes. C'est tout à fait l'exemple pris par Samuel avec les migrations humaines à la sortie de l'Afrique. Alors, que sait-on de ce qu'apporte le bassin versant ? Ce qu'on sait, c'est que le bassin versant est en mesure, il apporte des agents pathogènes dans les milieux marins. Donc, sur cette figure, c'est l'ensemble j'ai pris ça à l'OFB, j'ai oublié de le référencer, c'est l'ensemble des sources de pollution possibles pour le milieu marin. Et un événement important qui peut se produire, ce sont les événements pluvieux, parce que ça va à la fois amener des eaux de ruissellement que j'ai mentionnées, mais ça peut aussi amener au débordement de stations d'épuration, par exemple, qui sont sous-dimensionnées, des choses comme ça.
Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec dans l'eau de mer des micro-organismes qui n'ont rien à y faire, comme des norovirus ou des entérobactéries, qui vont pouvoir être filtrés par les huîtres. Là, on voit des huîtres élevées sur des cordes, et ça peut provoquer évidemment des cas d'infection alimentaire. Mais là, on est sur des organismes, des micro-organismes, qui ne vivent pas naturellement dans l'eau. Par contre, il en existe qui vivent naturellement dans l'eau, et c'est notamment le cas des vibrios, qui sont un peu partout dans les environnements marins côtiers, et qui peuvent accidentellement infecter les humains. Donc là, on voit le type d'habitat, la diversité d'habitats que peuvent occuper les vibrios, c'est extrêmement différent. Les salinités peuvent être très variables, les températures aussi. Et parce qu'ils sont extrêmement plastiques au niveau de leur génome, ils ont réussi à coloniser une grande diversité d'hôtes. Donc on va le retrouver associé à du plancton, associé à des crevettes, des huîtres, des moules, tout ce que vous voudrez. Mais il y en a des méchants. Et parmi les méchants, il y a Parahemolyticus, Vibrio parahemolyticus, qui va nous contaminer si on boit de l'eau ou des fruits de mer qui le contiennent. En France, il y a une surveillance pour Parahemolyticus qui est menée par l'ANSES. Bon, il y a très peu de cas en France, donc voilà, je rassure tout le monde. Et pour Vulnificus, qui est très mauvais, donc lui, en général, c'est au travers d'une blessure qu'on peut être contaminé ou par la consommation de fruits de mer. Celui-là, on ne le retrouve pas en France. Mais par contre, on le retrouve en Amérique. Là, c'est en Louisiane où il y a des alertes à la consommation d'huîtres et des interdictions comme nous, on peut en avoir pour les neurotoxines ou les choses comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve face à des pathogènes qui, eux, vivent naturellement dans les milieux marins côtiers et qui, quand ils nous contaminent, peuvent effectivement nous faire du mal. Mais les agents pathogènes n'affectent pas que les humains. Et donc, je vais vous amener un petit peu sur les études que nous menons au laboratoire, notamment sur l'huître, avec le syndrome de mortalité des huîtres du Pacifique. Alors, c'est traduit directement de l'anglais. En fait, l'huître du Pacifique, c'est le nom pour l'huître creuse, celle dont je vous ai parlé déjà, celle que nous consommons essentiellement. Et ces huîtres sont affectées par une maladie polymicrobienne. Je vais vous expliquer quels sont les pathogènes impliqués, qui est devenue panzootique. On la retrouve absolument partout dans le monde. Alors voilà cette maladie. Ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est sous très forte influence de la température de l'eau de mer. Elle se produit dès que l'eau de mer atteint 16 degrés. Et en gros, ça s'arrête à 24 degrés. Donc c'est très, très conditionné par la température. On ignore encore exactement pourquoi, sur quels composants du système ça évolue. Mais ce qu'on sait, c'est que elle implique un agent causal qui est un virus herpès qu'on appelle OSHV1 MUVAR. Et ce virus va supprimer l'immunité de l'huître. Un petit peu comme le sida, même si c'est exagéré de le dire. Ça va altérer les défenses immunitaires de l'huître, qui dès lors va être colonisée par des pathogènes secondaires, qui sont des bactéries. Et on trouve notamment, parmi d'autres genres microbiens, le genre Vibrio, puisque je vous l'ai dit, il est très présent dans les écosystèmes marins côtiers. Et vous verrez qu'il joue un rôle actif dans la maladie. Il se trouve que la maladie dépend aussi très fortement de la génétique de l'huître. On arrive à produire des huîtres plus ou moins résistantes à la maladie et de sa physiologie. Seules les huîtres juvéniles sont susceptibles à la maladie, pas les adultes. Enfin, la nourriture semble jouer un rôle déterminant. Des huîtres bien nourries sont plus sensibles à la maladie que des huîtres mal nourries. Donc il y a quelque chose de métabolique derrière tout ça. C'est un petit peu comme si la machinerie de réplication du virus devait être super active pour que l'huître meure. Bon, ça reste à démontrer, mais c'est l'hypothèse qu'on a actuellement, voilà, quand on fait la somme de tous ces indicateurs. Eh bien, cette maladie, elle a provoqué une chute très importante de la production d'huîtres en France au cours de 10 années. Là, maintenant, c'est à peu près stabilisé. On a perdu environ la moitié de la production. Donc maintenant, on connaît un petit peu comment ça fonctionne. Et ce qui est très intéressant et qu'on a pu démontrer tout récemment, c'est que le virus collabore avec les bactéries pour tuer les huîtres. C'est-à-dire que la présence de l'un est capable d'accélérer la multiplication de l'autre et d'accélérer la mort de l'huître.
Alors, pour revenir aux agents pathogènes, on va revenir sur l'agent principal, qui est le virus. Je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas la maladie. Ce virus OSHV1, qui altère les hémocytes, donc les cellules immunitaires des huîtres, eh bien, nos collègues, et en collaboration avec nos collègues de la Tremblade, se sont intéressés à sa diversité génétique. Et ils sont allés regarder sur 3 sites ostréicoles français, donc Brest, la rade de Brest, Marennes-Oléron et l'étang de Thau en Méditerranée, ce qu'il en était de la diversité des virus OSHV1. Et en fait, ils ont montré que le site qui possédait la plus grande diversité était le site de Marennes-Oléron, ici, et que les virus avaient probablement été transférés vers les sites de Brest et de la lagune de Thau au travers des mouvements d'animaux que je mentionnais tout à l'heure. D'accord ? Ça, c'était donc dans le cadre de la thèse de Jean Delmotte et de Camille Pelletier. Ensuite, on a regardé l'autre composante, qui est la composante bactérienne. Et là, cette fois, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir différentes bactéries qui faisaient le même travail, en gros. Si on regarde les bactéries associées aux huîtres infectées par le virus à Brest et dans la lagune de Thau, eh bien, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes. Ce sont tous des vibrios, donc Vibrio crassostré et Vibrio tasmaniensis, comme l'avait montré notre collègue Frédéric Leroux de Roscoff. Eh bien, nous, en Méditerranée, ce qu'on retrouve, c'est des Vibrio harvei, donc une autre espèce. Et finalement, ce qu'ils ont tous en commun, c'est que ce sont des pathogènes opportunistes qui sont capables d'altérer les défenses immunitaires de l'huître, de les contourner. C'est ça ce qui leur permet de finalement proliférer dans les tissus de l'huître, sortir de la circulation et envahir tous les tissus. Donc ça, c'était la thèse de Tristan Rubio et de Daniel Ollanedel. Alors là, je vais vous parler d'un vibrio, Vibrio esturianus. Agnès en parlera demain, Agnès Travers en parlera demain, je crois, oui, c'est demain, ou vendredi. C'est une vibriose, cette fois, qui tue les huîtres adultes. Donc ça a un impact économique important parce qu'une huître adulte, elle a 2 ans, grosso modo. Et pour un ostréiculteur, c'est pas pareil de perdre du naissin, des toutes petites huîtres juvéniles, ou de perdre des huîtres adultes, puisqu'il a déjà mis 2 ans de travail dessus. Donc, elle est très importante à étudier pour nous. Et ce qui a été fait, donc, c'était dans le cadre de la thèse d'Aurélie Ménil, c'était d'étudier comment cette bactérie avait émergé en Europe, puisqu'on la retrouve essentiellement en Europe. Elle est apparue en 2001, en fait. C'est là qu'on voit les premiers cas de mortalité d'huîtres, renseignés, qui associent le pathogène Vibrio esturianus. Donc, comment elle a émergé et comment elle s'est dispersée. Puisqu'en fait, au début, on la voit en France, et puis petit à petit, on la retrouve en Irlande, on la retrouve dans les autres pays européens. Donc, chaque événement, là, vous voyez des petits symboles des huîtres et des coqs. Alors, quand c'est rouge, c'est qu'ils sont malades. Eh bien, on a un peu, grâce au travail de la thèse d'Aurélie et au travail d'Agnès, on a pu avoir tout un tas de souches qui avaient été isolées en Europe, associées à des mortalités d'huîtres et de coqs. Et ce que Aurélie a pu montrer, c'est qu'il existait 2 lignées, donc 1 et 2, associées aux huîtres. Là, c'est la mortalité d'huîtres induite par une piqûre de Vibrio esturianus. Et puis, alors, une plus grande diversité de Vibrio esturianus aussi, mais qui sont soit pathogènes de coqs, soit environnementaux, très peu pathogènes, ni pour les huîtres, ni pour les coqs. Ces 2 lignées ont subi une expansion clonale. Vous voyez ici qu'il y a très peu de diversification. On a des gros râteaux au niveau phylogénétique, là. Les souches ne se sont plus diversifiées. On ne sait pas trop expliquer pourquoi. Mais au fur et à mesure qu'elles se sont répandues en Europe, il n'y a pas eu vraiment de diversification génétique. Un événement qui pourrait avoir précipité l'émergence de cette bactérie, ça vient de la comparaison des génomes. Donc, on compare les vibrios associés aux coqs, les vibrios environnementaux et les vibrios associés aux huîtres. C'est l'acquisition ici d'un cluster de gènes qui confère la résistance au cuivre. Le cuivre, c'est un élément métallique qu'on retrouve en abondance dans les environnements marins côtiers, de plus en plus d'ailleurs, aussi parce qu'on essaye de substituer l'usage des pesticides
enfin de trouver un substitut à l'usage des pesticides, et on utilise le cuivre, notamment en viticulture. Et donc on va retrouver beaucoup de cuivre dans les environnements marins côtiers. On l'utilise aussi pour les peintures anti-fouling. Plutôt que de mettre tout un tas de procédés, enfin d'autres molécules chimiques, on met du cuivre. Donc il y a de plus en plus de cuivre dans les environnements. Il se pourrait qu'en ayant acquis ce petit bout de génome qui porte les éléments qui confèrent la tolérance au cuivre, la bactérie ait acquis la capacité de vivre dans une huître, parce que les huîtres, ça accumule énormément le cuivre, pas que les bactéries. Donc, on suppose que l'émergence pourrait être liée à l'acquisition de ce fragment de génome, qui par ailleurs est bordé par des éléments transposables. Donc ça, c'est des marques de mobilité dans les génomes qui permettent donc à ces éléments génétiques de se mobiliser. Voilà, je souhaiterais donner un dernier exemple, qui est celui d'un cancer transmissible, parce que c'est pas commun et c'est assez fascinant. Ce cancer, il s'appelle MTR-BTN2 pour Mytilus trosulus bivalve transmissible neoplasia. Numéro 2, on en a trouvé 2, en fait, il en existe 2. Et ce cancer-là, il a acquis la capacité de coloniser plusieurs espèces de moules. Il est issu de Trosulus, mais on le retrouve dans d'autres moules, des espèces Edulis et Galloprovincialis. Et par ailleurs, il a traversé les océans, comme je vais vous le montrer. Juste un petit point sur ce qui est un cancer transmissible. Finalement, on n'a pas l'habitude de ça. D'habitude, un cancer se multiplie dans son hôte et il va mourir avec son hôte. Voilà, c'est fini. Mais les cancers transmissibles, ils ont contourné ce système-là, puisqu'ils sont capables de s'échapper de leur hôte pour aller en contaminer un autre. Exactement comme un parasite. D'accord ? Et Erika Burioli, qui a fait son postdoctorat, qui fait encore son postdoctorat au sein du laboratoire, a un peu étudié ses capacités à mimer des traits parasitaires. Donc elle a regardé, bon, déjà que c'était bien un cancer, elle a montré qu'il proliférait dans le sang des huîtres, et surtout elle a regardé sa capacité de survie dans l'eau de mer pour que la particule infectieuse, si je peux l'appeler comme ça, soit transmise. Il faut qu'elle survive dans l'eau de mer jusqu'à être filtrée par une autre moule. Bon, les moules, ça vient en grappe, hein, vous le savez, donc c'est quand même pas des longs voyages qu'elles ont à faire. Néanmoins, il faut que ça vive dans l'eau de mer. Eh bien, elle a montré en les comparant aux hémocytes, qui sont les cellules du sang des huîtres. Vous voyez les hémocytes en bleu et les cancers ici en rose, là, voilà, ouais. Vous voyez que le cancer survit 4 jours à plus de 95% avant de commencer à décliner. Alors que les hémocytes qui, eux, vivent exclusivement dans l'hémolymphe, donc dans le sang des huîtres, eux ne survivent pas dans l'eau de mer. Donc on pense que cela fait partie des traits qui ont favorisé la transmission du cancer et sa capacité à devenir transmissible. Alors, je viens aux études qui ont été menées par notre collègue Nicolas Bierne à l'ISEM, c'est notre laboratoire voisin, dans le cadre de la thèse de Maureen Hamel, qui était aussi encadrée par Guillaume Charrière, ici présent. Et donc, ce que Nicolas et Maureen ont pu montrer, c'est que donc, avec tout un tas de collègues de beaucoup de laboratoires en Australie, en Amérique, etc., c'est qu'il y avait une seule lignée clonale de cancer, la lignée MTR-BTN2, qui avait réussi à traverser l'océan Atlantique, à infecter donc des moules chilensis et edulis, alors qu'elle avait émergé dans l'espèce Mytilus trosulus. Et ça, ils ont pu le faire en comparant les génomes donc des cancers au génome non cancéreux des moules. Ils voient que finalement, les deux allèles qu'ils ont regardés là pour les cancers se regroupent tout à fait identiques, on va dire, ici et là, entre Mytilus chilensis et Mytilus edulis. Hop, voilà. La dernière étude qui est toute récente de la thèse de Maureen, c'est celle-ci. On ne peut pas imaginer que la connectivité ait permis à un cancer de traverser l'Atlantique. Je vous le disais, ça survit 3-4 jours. Ça ne va pas traverser l'Atlantique comme ça, un cancer. Donc l'hypothèse était que les bateaux avaient pu transporter les moules, mais il fallait le vérifier. Et donc pour poser cette question, Maureen est allée échantillonner, je crois en 76 sites, un truc comme ça, voilà,
entre Bretagne et Pays de Loire. Là, elle a échantillonné tous ces petits points comme ça. Alors parfois il y a des porcs, parfois il y a des bancs naturels de moules, parfois il y a de l'élevage de moules. Et elle a échantillonné un petit peu partout et elle a cherché la présence du cancer. Alors la prévalence, elle est relativement faible, hein. Vous voyez ici que sur 1500 moules échantillonnées, il n'y en a que 23 de positives et que sur les 76 cystes échantillonnés, il n'y en a que 9 qui contiennent des moules cancéreuses. Mais ce faisant, elle a pu voir que c'est essentiellement dans les porcs, voilà, qu'on va retrouver les moules cancéreuses. On en retrouve un petit peu sur des bancs naturels, mais c'est essentiellement dans les porcs qu'on retrouve des moules. Ce qui semble apporter de nouveaux arguments pour l'hypothèse qu'effectivement les bateaux sont ceux qui transportent les moules de port en port et sans doute au travers des océans. Pardon. J'ai l'impression que je recule. Non, bon, je sais pas, il y a un petit problème. Voilà. En conclusion, donc, ce que j'ai pu vous montrer aujourd'hui, c'est que les transferts d'animaux, les pratiques culturales vraiment peuvent favoriser le transfert de pathogènes. Et ça, on l'a vu à l'échelle européenne avec l'exemple de Vibrio esturianus. Je vous ai montré que le trafic maritime était capable également de propager les agents pathogènes, même si là, c'est pas à proprement parler un agent pathogène, hein, c'est un cancer transmissible au travers des océans avec l'exemple des moules. Et puis, je vous ai également montré que le réchauffement climatique modifiait les aires de répartition des agents pathogènes, notamment avec les vibrios, enfin que les polluants pouvaient accélérer l'évolution des pathogènes et leur permettre d'être adaptés à de nouvelles niches comme les mollusques. Tout ça, ça se résume assez bien dans le concept One Health que je pense dont vous avez entendu parler, une seule santé, qui reconnaît l'interdépendance de la santé humaine, de la santé des espèces animales et de la santé environnementale. On voit très bien qu'en milieu marin comme en milieu terrestre, finalement, tout ça est extrêmement imbriqué et que les activités humaines et les changements environnementaux agissent sur la santé en général. Voilà, je veux remercier l'ensemble de nos collègues qui ont produit les résultats que j'ai présentés aujourd'hui. Je veux aussi vous montrer que malgré tout ça, je mange des huîtres, je mange des moules, je mange tout ce que vous voulez. En France, c'est très bien surveillé et donc c'est pas parce que il y a potentiellement des agents pathogènes dans les aliments, les produits de la mer, qu'il faut pas en manger puisque c'est surveillé et donc tout ce que vous mangez normalement est parfaitement sain. Voilà, je vous remercie puis je prendrai vos questions. Merci pour cette présentation. J'ai trouvé très élégant l'approche échantillonnage dans les ports pour essayer de montrer que c'était par les bateaux. Mais est-ce que ça pourrait pas du coup aussi suggérer qu'au final les ports sont des milieux peut-être plus pollués, et que du coup on détecte davantage de cancers parce que les huîtres sont soit, alors je parle pas du fond génétique qui potentiellement est également différent des moules qu'on va retrouver en milieu entre guillemets plus naturel, ou en tout cas. Mais c'est surtout ce côté plus pollué et qui favoriserait aussi le cancer et qui. On ne peut pas dissocier un élément de l'autre. Effectivement, la pollution est plus intense en milieu portuaire. Donc, si l'immunité est plus faible, le cancer peut proliférer un peu plus, le signal augmenter. On ne peut pas l'exclure complètement. Ouais. Je me permets de compléter par rapport au cancer des moules, parce que j'ai participé à l'encadrement de Maureen. En fait, elle a regardé justement les effets confondants du fond génétique des populations entre les ports et les milieux côtiers, les bouées même, et le niveau de pollution, on va dire, d'industrialisation des différents ports, parce qu'il y avait des ports de plaisance et des ports de commerce. Et en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que sur le fond génétique, il y a une espèce, Galopromastialis, qui est un peu moins permissive, mais c'est pas très significatif. Et le port qui serait le plus gros hotspot est très ouvert, avec un milieu plutôt sain, avec beaucoup de biodiversité. Voilà. Il faut peut-être avoir des échantillonnages plus larges pour y répondre complètement, je pense. Ouais.
Oui, merci Delphine. Question toute simple, c'est quoi ce cancer en fait? C'est que ces cellules, c'est son des origine, hémocytes, c'est quoi? ça. Ouais. Oui, c'est une vraie question qu'on se pose là. Pour le coup, on n'a pas exactement la réponse. Erika a essayé de comparer les profils transcriptomiques du cancer à ceux de différents tissus des huîtres, en se disant que ça allait peut-être l'informer. On n'est pas sûr de nous, en fait, et ça resterait, Guillaume, tu me corriges si je dis une bêtise, ça resterait issu des hémocytes. On a eu un moment l'impression que ça pouvait avoir une origine dans la gonade, mais je crois qu'on l'élimine complètement, l'hypothèse. Donc ça reste l'hypothèse des hémocytes, mais on n'est pas encore affirmatif là. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Oui, je me demandais sur la partie du pathogène bactérien, le Vibrio, parce que je connais bien les travaux de Frédéric Leroux sur les phages, les virus de bactéries, et son impact sur les dynamiques des Vibrio. Bon, elle travaille sur différentes espèces, n'est-ce pas? Mais je me demandais si vous allez les considérer en tant que facteur de stress biotique. Et aussi, peut-être, tous les contaminants et tout ça, ils ont un impact sur la diversité des phages. Et ça, voilà. Alors, je connais pas ça. J'avoue, je connais pas l'impact des contaminants sur la diversité des phages. C'est possible que ce soit connu, mais moi, j'ai pas étudié ça. Ce qui est sûr, c'est que les phages jouent un rôle très important dans la régulation des populations de Vibrio. Ils sont extrêmement spécifiques de ces populations. Donc ça, c'est des éléments importants à prendre en compte pour comprendre la dynamique environnementale de ces agents pathogènes. Oui. Il semble que la prévalence d'infection par les cellules cancéreuses soit relativement faible. Comment on peut expliquer leur persistance? Oui, moi je ne sais pas l'expliquer. C'est vrai que c'est une question importante. Pourquoi il est encore là? Apparemment, c'est un cancer qui est très vieux, qui a plusieurs milliers d'années. Comment il est maintenu en population naturelle, je ne sais pas. À moins qu'on ne le détecte pas, voilà. Et ça a été extrêmement difficile de trouver des individus positifs. Pour la thèse de Maureen, Guillaume pourra l'expliquer mieux que moi. Mais ça, du coup, ça pose une vraie question de comment c'est maintenu dans les populations naturelles. Je ne sais pas y répondre. Désolée. Merci. Moi, j'ai une question sur l'avenir, finalement, de ces cultures. Parce qu'on s'attend quand même à avoir de plus en plus de pollution, des difficultés vis-à-vis de la production. Tu as parlé on sait sélectionner génétiquement. Est-ce que l'avenir, c'est ça? Le côté technologique, innovation génétique? Bon, alors je vais donner un avis personnel. C'est pas évident de s'exprimer alors que tu vois, t'as tout un système de production qui est menacé. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que c'est des petites entreprises familiales en général, donc ils sont très sensibles au moindre pépin, quoi. Hein. Ça peut complètement mettre en l'air leur exploitation. Donc c'est pas quelque chose de facile. Mais c'est vrai que l'avenir n'est pas rose. La sélection génétique, c'est pas la panacée non plus. Par exemple, on se rend compte que quand on sélectionne contre un pathogène, on peut avoir des trade-offs importants contre un autre. Donc voilà, il faut garder de la diversité génétique dans les populations cultivées aussi, pas que dans les populations sauvages. Alors ce qui est quand même surprenant, je le mentionnais tout à l'heure, si on pense aux huîtres, c'est qu'elles sont invasives. Je le disais tout à l'heure, tu vois, en mer du Nord et tout, il y a des invasions de Crassostrea gigas. On voit que c'est très sensible, en tout cas sur cette maladie-là, qui affecte très fort les élevages à la température. Il se peut que ce soit plus intéressant de développer une aquaculture plus au nord. Bon, après, c'est vite dit, hein. C'est vite dit quand on n'est pas aquaculteur. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup Delphine, je pense qu'on peut applaudir. Bravo.